Voilà. Pour passer à la table ronde, je propose, Étienne, que tu regardes si Monsieur Bas Luijsmans, expert néerlandais en informatique, peut se connecter et intervenir. J'invite aussi Monsieur Feuvre à nous rejoindre. Peut-être, je ne sais pas où on peut. Il est là. Il est là. Ok, très bien. Je ne sais pas si tu préfères qu'on commence les questions. Ben justement, on en a une pour Monsieur Sluismans. Ou si tu préfères d'abord, Étienne, faire le tour de la salle. Good morning, everybody, and my apologies to begin with. I was not able to follow the English interpretation due to some technical challenges. So, as discussed with Etienne, some of the questions and things I have not been able to follow up to now. Alors, je suis désolé de ne pas avoir suivi. Partially shared in English. Peut-être que vous pourriez donner quelques explications en anglais. Mon français n'est pas formidable. J'ai juste compris qu'il s'agissait de législation récente. Et si vous avez quelques idées à partager en anglais, je vous serai très reconnaissant. Alors, l'interprétation fonctionne, et vous pouvez vous exprimer en anglais. Je comprends, mais je vous dis que jusque-là, je n'ai pas pu suivre l'interprétation à cause des problèmes techniques. C'est un petit défi. Mais bon, j'ai déjà eu des discussions avec Étienne, avec certains d'entre vous. Lorsqu'on parle des experts informaticiens, et notamment dans un contexte européen, j'ai l'impression que nous avons l'ancienne façon de voir les informations numériques, et lorsqu'on a par exemple une plateforme d'investigation, c'est fondé sur l'idée de suivre l'argent. Et un des éléments clés qu'on voit de nos jours, c'est que lorsqu'on recherche une justice numérique ou une cyberjustice, mais pour tous ces éléments, il faut dire qu'Al Capone, on l'a eu pour la fraude fiscale, et c'est une histoire qui a eu lieu il y a une centaine d'années. Et lorsqu'on voit la façon dont les informations dont nous disposons pour les enquêtes et pour la justice, que ce soit une procédure en civil ou en pénal, quelle que soit la procédure liée à cette nouvelle loi pour les affaires numériques, et tout dépend de notre façon de traiter les informations numériques comme preuve. Et pour nous, en tant qu'experts, une des questions clés, un des défis pour les 100 ans à venir, c'est comment est-ce que nous transformons les informations numériques en preuves juridiques, parce que tout ce qui n'est pas numérique n'est pas d'une valeur judiciaire. Mais si on se penche sur les évolutions récentes avec les informations et la désinformation, il est important de comprendre ce que constituent les preuves numériques et ce que l'on peut utiliser lors d'une procédure devant les tribunaux. Alors, si on voit des expériences récentes avec des transactions financières et le Bitcoin, c'est une façon d'avoir du blanchiment d'argent et d'autres formes de fraude financière. Et on voit que c'est un élément dans d'autres affaires de cyberjustice telles que les rançonnières et d'autres plateformes qui échangent des informations sous toutes sortes de formes. Et ce sont des formes que pour nous seraient des pratiques illégales, où vous avez la distribution de substances illicites, et vous pensez au marché du dark web, le marché qu'on a fermé récemment. Mais la question est de savoir comment on crée le lien aux preuves présentées devant la justice. Et je crois qu'il y a deux approches principales pour le moment.
in which the evidence is translated into something that's of paper nature. Sont I'm not transformées saying that it's en actual paper, but documents sur in a papier. paper Bon, ce n'est pas vraiment du papier, understanding. mais c'est une compréhension Whereas pour quite nous often qui these serait une situations are far compréhension d'un more document complex papier, that they can be alors que translated souvent into on se something retrouve face à des that's to situations some beaucoup plus extent printable on complexes paper, et on and it might pourrait require a new éventuellement way transformer of ces preuves viewing en how versions evidence qui puissent and how être this éditées sur information is papier, mais presented, il faudrait peut-être avoir une and nouvelle not façon just d'évaluer la façon de in the présenter ces process of informations. Et ce n'est pas reaching a conclusion uniquement of a le report, but processus also in qui the way vise I à think that arriver à as des experts, conclusions dans un evidence is rapport presented. d'experts, mais au If you look moment at all de those types of présenter cases les and all those témoignages ou les situations in rapports which data d'experts, si on voit is toutes ces mostly your situations prime form où les of evidence, données sont la the forme way principale it's des presented, preuves, or the way la it's handled façon and de eventually présenter ces presented, preuves, ou de traiter ces might also preuves need to afin de be les reconsidered. présenter Because if you look at pourrait how do we provoquer des turn irrégularités ou digital information into la evidence, then that is also question a est de savoir comment process, transformer partially ces scientific, informations partially numériques en preuves. Vous it's the avez un expert's processus qui est en gut partie feeling, unfortunately. scientifique, That's also en part partie of technique, how mais c'est evidence également le is sentiment identified. If you ou look especially in criminal l'instinct de procedures, l'expert. why are interrogations Si focused on vous avez individuals? des Also because enquêtes we pénales, have some pourquoi evidence, est-ce but qu'on we se need to penche confirm, sur validate, certains and extract particuliers, even certains more if possible. individus? Ben, nous avons And the same goes des for preuves et digital nous information. cherchons à voir des So évaluations. Et on there is the need veut se for pencher that sur expert to certaines not personnes only et de be même pour an les expert in this preuves field, but I think also numériques. the expert Bon, needs to be able to l'expert, il doit être expert dans son domaine, form bien its sûr, own mais way of il faut reporting qu'il on that digital information décide that de sa allows façon them de rendre compte to de ensure ces that it informations covers every numériques element afin and aspect of it, de s'assurer yet is qu'il couvre understandable tous enough les aspects so that pertinents, those who que don't les preuves have soient présentées per d'une se all that manière expert knowledge à ce que les personnes qui of ne whatever détiennent happened pas are ces able to understand it. And connaissances I think that that's d'experts one of puissent the comprendre key ces messages I éléments would de like to share preuve. with Et you c'est un today des messages clés que je as voudrais part of partager avec vous this roundtable. aujourd'hui. Apologies Dans le again for my contexte de end cette for table not being able ronde, to follow encore une the fois, other je parts m'excuse of de this ne pas conversation. avoir I do suivre hope les autres éléments if de you have cette any further conversation. questions, comments, Et or thoughts j'espère que si vous avez on d'autres this, questions ou you're des more than welcome to commentaires, reach out. que vous, And my question to j'espère you que all vous would be pourrez is me how would contacter. we as Et experts ma question define pour vous, c'est que presenting nous, that en tant digital evidence and qu'experts, handling it nous in situations that we've not présentons et seen nous before? définissons ces preuves. Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça? Oui, parfait. Donc Bas Sluismans, c'est donc un expert néerlandais en matière criminalistique. Donc il attire notre attention sur certains aspects qui ont déjà été, je crois qu'on va couper là. Sur certains aspects qui ont déjà été évoqués, donc notamment suivez les données pour arriver à suivre l'argent finalement, ce qui est quelque chose de tout à fait essentiel. Il exprime donc d'une manière plus technique les questions de preuve et je crois qu'il a exprimé de manière assez bien les difficultés, la double difficulté de langage auxquelles sont confrontés les acteurs de l'expertise, que sont les juges, les avocats et les experts eux-mêmes. D'une part, la traduction purement linguistique, on est dans un contexte international, on ne parle pas la même langue, ce qui peut amener des problèmes en soi, et une deuxième difficulté qui est extrêmement importante, surtout dans un contexte technique et technologique extrêmement changeant. Il faut également parler une langue intelligible. Il n'y a pas de bonne expertise si l'expert ne se fait pas comprendre des parties. Et donc, plus on avance vers des matières technologiques compliquées, plus cette question se fait sentir. Je n'ai pas fait une traduction intégrale de ce qu'a fait Bas, mais je pense qu'on peut continuer rebondir sur le débat ici et peut-être que Bas interviendra encore ultérieurement. Tout à fait, Étienne. Voilà, alors je remercie également Monsieur Jean-Michel Feuvre, président de la compagnie des experts de Versailles, de nous avoir rejoints. Je propose d'abord éventuellement de faire un tour dans des éventuelles questions. S'il n'y en a pas, j'en ai.
J'en ai préparé pendant les exposés avec ma sensibilité, évidemment, et ma formation d'expert comptable. Il n'y a pas de questions? Oui. Parle bien dans le micro. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Oui. Sur l'exposé des deux intervenantes, donc sur l'exposé antérieur, et pour faire part un peu d'une préoccupation, d'une suggestion, d'une interrogation, je ne sais pas très bien comment il faut dire, mais c'est que en tant qu'expert judiciaire, moi c'est en Belgique, mais bon, j'imagine que la question se pose dans les mêmes termes en France. Un problème essentiel, et on y a fait allusion, est celui du périmètre de la mission et du libellé de la mission de l'expert judiciaire. Et j'ai déjà eu à 2 ou 3 reprises, je vais dire, des difficultés essentielles à ce niveau-là, en me rendant compte, après la réception de la mission, que si j'avais pu donner mon point de vue à cet égard, j'aurais contribué à la libeller autrement, ce qui m'aurait permis, je vais dire, de ne pas passer à côté de la montre en or, si je puis dire, lors des investigations qui sont faites dans l'expertise judiciaire. Et donc, la question est, quand Madame, je pense, nous disait qu'il faut une plus grande interaction entre les magistrats et les experts judiciaires, ce que je conçois tout à fait, et j'ai très bien compris pour le déroulement de l'opération judiciaire, une fois qu'elle est, des opérations d'expertise judiciaire, une fois qu'elle est en cours, je me demande s'il n'y aurait pas une possibilité de prévoir déjà un caucus entre l'expert judiciaire et le juge, soit avant même la désignation de l'expert, pour peut-être avoir son avis sur le libellé de la mission, soit peut-être juste après, dans une réunion d'installation d'expertise judiciaire à laquelle participerait le magistrat, qui permettrait donc à l'expert, après qu'évidemment on lui ait un peu expliqué, enfin on lui ait même convenablement expliqué les données de la cause, de donner son point de vue et dès lors d'éviter peut-être des détours et des errements dans la procédure judiciaire. Je prends un simple exemple pour essayer de faire comprendre mon propos. Dans une expertise judiciaire récente, qui est toujours en cours d'ailleurs, les avocats ayant donné leur avis et le magistrat ayant décidé de la mission, il s'agissait d'un important préjudice corporel subi, donc c'est en matière civile, par un chef d'entreprise qui est en même temps actionnaire quasi unique et gérant de son entreprise sociétaire, donc en société, a finalement donné pour mission à l'expert de déterminer le préjudice économique subi par cette personne physique, mais en n'envisageant pas le préjudice économique subi par la société elle-même. Et donc, on se retrouve, ce n'est pas moi l'expert judiciaire en l'espèce, je suis conseil technique, mais l'expert judiciaire est en train de faire des acrobaties, si je puis dire, pour essayer de déterminer indirectement le préjudice économique subi par la société en disant qu'est-ce que ce gérant et actionnaire a perdu indépendamment de ses émoluments de dirigeant d'entreprise, soit dans la valeur des actions de sa société le jour où il la revendra, où il la liquidera, soit éventuellement dans la possibilité pour cette société de distribuer des dividendes. Et donc je pense que s'il y avait eu, dans un cas comme celui-là, qui n'est qu'un exemple, un premier échange entre le futur expert judiciaire qui va être désigné et le magistrat, ou bien lors d'une réunion d'installation d'expertise, on aurait pu éviter tous ces désagréments qui prennent finalement des semaines, voire des mois pour essayer, complémentaires pour essayer d'arriver à une solution raisonnable. Je ne sais pas si vous envisagez que ce soit techniquement possible, dans le cadre de la procédure judiciaire, d'aller vers ce genre de piste. Merci. Merci pour votre intervention. Oui, ça participe de solutions. Je pense qu'il faut bien comprendre que la mission, au moment où on plaide la mission de l'expertise, moi je dis que nous sommes déjà dans le débat judiciaire et que trop souvent, la mission est proposée, elle est soit pas débattue par l'autre avocat, soit pas examinée par le juge pour des raisons d'urgence ou autres. Et c'est ensuite qu'on se retrouve dans une pêche au filet
alors que je dis que l'expertise doit être une pêche au harpon. C'est ça la différence fondamentale. Donc je dis qu'il faut discuter, plaider, et que chaque chef de mission est important et que le juge doit trancher. Ensuite, vous proposez d'intégrer une étape qui est une discussion entre le juge et l'expert. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense aussi que l'expert doit préciser tout de suite aussi les limites de sa compétence. Parce que, encore une fois, les experts, on le voit dans les procédures, sont amenés à avoir des sapiteurs. Ça apporte bien sûr des solutions, mais quand l'expert peut cumuler ou a une expérience antérieure ou une maîtrise de certains outils numériques qui peuvent faciliter les choses, c'est très important dans l'intérêt de toutes les parties. Et puis il y a cette troisième étape, il y a la mission, comme vous le dites, et puis il y a cette étape, moi, qui me paraît vraiment importante, c'est de permettre aux parties de discuter du rapport, du pré-rapport. Et je pense que le pré-rapport est trop souvent près du rapport final et intervient longtemps après la pêche à la ligne ou la pêche au filet. On ne sait pas ce qu'on a dedans et on n'a pas le temps matériellement de recentrer le débat. Et le principal risque, c'est qu'on arrive, comme vous le dites, devant le juge sans avoir forcément traité un volet important ou en étant parti à la dérive, parce qu'il faut bien garder en tête que l'intérêt du demandeur, c'est justement de cibler, celui du défendeur peut-être de noyer. Et ils sont assez bons dans cette capacité à noyer, et l'expert et le juge. Donc, si on veut que l'expertise garde du sens, et je vais même vous dire, si vous voulez qu'on continue à demander des expertises, il faut impérativement arriver à serrer. Parce qu'aujourd'hui, on fait tout pour éviter les expertises à cause de ce que je vous décris. Donc, il faut en être conscient. L'expertise est indispensable, elle est importante, mais on se dit que si on peut s'en passer, si on peut se passer de 3, 4, 5 années d'expertise, on va le faire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre préoccupation, mais je pense qu'il faut entendre ce message qui appelle à repenser sous forme intégrée, donc plus de rapport entre l'expert et le juge du fond qui va être amené à trancher le litige. Merci, Maître Ferral-Schul. 2 réactions de la salle, une sous forme d'un complément à ce que vous dites par une avocate allemande et française également, donc Béatrice Deshaies, qui est notre ancienne coprésidente d'ailleurs, auquel je cède la parole très volontiers. Et puis après, une question qui nous vient d'outre-Manche par Thomas Wolford, qui est un expert financier du Expert Witness Institute. Oui, bonjour. Alors très rapidement, c'est juste pour donner un petit éclairage justement d'outre-Rhin cette fois. En Allemagne, depuis début 2020, il y a une disposition du Code de procédure civile qui a été légèrement modifiée pour permettre au juge non pas de désigner un expert, mais de recueillir l'avis d'un expert, et ça a précisément pour objectif de permettre au juge de dialoguer avec l'expert, notamment dans la formulation des questions de preuve. La mission en Allemagne est formulée sous forme de questions précises à l'expert, justement. Et donc, cette disposition, elle n'est pas encore très fréquemment utilisée, mais je pense qu'on pourrait peut-être s'en inspirer pour permettre, évidemment, en en informant les parties, peut-être en leur présence aussi, même si le contradictoire n'est pas forcément à toutes les étapes, mais en tout cas au juge de dialoguer avec l'expert dans l'élaboration de la mission. Voilà. Alors, merci. Simplement, vous me faites penser qu'il peut y avoir aussi, un peu dans le même esprit, une proposition qui pourrait aller dans le sens, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les injonctions de rencontrer un médiateur. L'objectif étant d'informer les parties de l'intérêt de la médiation. Dans le même esprit, on pourrait imaginer que le juge ait la possibilité d'enjoindre aux experts conseil des parties, parce que je vous parle aussi des expertises dans lesquelles il y a déjà des expertises privées ou des experts intervenants, l'injonction de se rencontrer pour définir les points
d'accord, parce que les experts conseils, s'ils font correctement leur travail, sont en mesure d'identifier les points d'accord, de manière à serrer la mission pour qu'elle ne porte plus que sur les points de désaccord. Donc il pourrait y avoir cette étape qui va un petit peu dans le même esprit, en tous les cas, apporterait des éléments de réponse. So what you've just said. Good morning. My name is Thomas Wolford. I run a company called Expert Evidence International. J'ai une société qui s'appelle Expert Evidence International et nous sommes experts financiers, bancaires et en investissement. Je suis désolé de m'excuser de m'exprimer en anglais parce que mon français est médiocre. J'accueille cette proposition que les experts doivent présenter des preuves de manière très claire devant les juridictions auxquelles ils présentent leur rapport. Mais je vous dirais que le système comporte un certain biais aux dépens de l'expert. Nous rédigeons un rapport qui est souvent élaboré 6 ou 9 mois avant le procès. Et ensuite, les preuves principales fournies par l'expert sont prises comme des éléments acceptés. Et l'expert n'a pas la possibilité de rentrer dans le détail de ce qui est dans son rapport. Il serait beaucoup plus facile si on avait la possibilité d'avoir recours à des moyens audiovisuels et si on avait la possibilité d'expliquer les éléments dans le rapport d'expertise afin de tout expliquer devant le juge. Mais dans les juridictions que je connais, à Singapour, au Moyen-Orient, en Europe, dans la Méditerranée, aux États-Unis, au Royaume-Uni, j'accueillerais volontiers le changement du système pour que les experts aient une meilleure plateforme qui leur permette d'exprimer leur point de vue. Can I? Yes. I think that the important point is to have a calendar. Que vous avez soulevé, c'est le point du calendrier. Aujourd'hui, en France, lorsque une mission est attribuée à un expert, eh bien, il ne s'accompagne pas d'un calendrier. Donc, l'idée, et vous parliez d'un délai de 6 à 9 mois, ou le fait que le rapport est rendu 6 à 9 mois avant le procès, eh bien, il est très important que voilà, ces 6 ou 9 mois doivent servir à voir où en sont les parties, où sont les points de difficulté et de se concentrer plus spécifiquement sur les problèmes, les questions techniques. Parce que 4-5 ans plus tard, eh bien, les preuves n'ont plus d'utilité. C'est ça le problème. Commentaire hors micro. Malheureusement, le commentaire est fait hors micro. Which are being discussed at trials, and they rarely get addressed properly. So the proposal is just la proposition, in France, I don't know if notamment en France, mais je ne sais pas où vous en êtes dans d'autres pays, c'est d'avoir un calendrier qui soit annexé à l'ordre de mission. Alors, si vous le permettez, je reviens personnellement sur la nature de la mission et sur le fait qu'une mission doit être réalisée dans un délai relativement court, et pour partager évidemment mon expérience sur la Belgique. Il faut savoir que s'il est vrai que au départ nous ne sommes pas consultés dans l'élaboration et la définition de la mission, lors de la réunion d'installation qui est d'office prévue, nous avons la possibilité avec les parties de redéfinir la mission. Alors, il faut évidemment voir si on s'en écarte de manière sensible ou pas. Si ce n'est pas sensible et que toutes les parties sont d'accord, on peut avancer. Si on s'en écarte de manière trop importante, on retourne devant le juge. Donc, c'est prévu au Code judiciaire. Deuxième chose, en ce qui concerne le délai, en Belgique,
Pour une fois, on fait mieux que les Français, puisqu'effectivement, nous avons des délais qui nous sont impartis par le juge. Et c'est vrai que mon expérience, moi, comme expert judiciaire, c'est plus pour le tribunal d'entreprise, donc le tribunal de commerce. Là, on nous donne en général un délai de 6 mois pour terminer, en principe, l'expertise, et on doit se justifier du fait qu'on ne termine pas ou qu'on n'ait pas terminé l'expertise. Et aussi, j'entendais parler de rapports préliminaires et parfois trop proches du rapport définitif. Là aussi, nous avons l'obligation en Belgique de remettre le rapport préliminaire, d'entendre chacune des parties et d'adapter le rapport s'il le faut, en plus de la possibilité de concilier les parties, bien entendu. Je voulais quand même un petit peu recadrer la chose. Maintenant, j'ai entendu aussi, et c'est vrai, la complexité aujourd'hui... Pardon, j'interviens. Oui, nous aussi, on a l'obligation du dépôt du pré-rapport, mais souvent, il intervient trop près du rapport final. Et en fait, alors qu'on a pataugé pendant 3-4 ans dans l'expertise, on a très peu de temps pour réagir. Et on découvre dans le pré-rapport la position de l'expert trop tardivement. Donc les délais de réaction, c'est là qu'il faut un calendrier qui exige finalement ces points de rencontre pour la mission, ça me paraît important, pour fixer le calendrier. Donc on peut imaginer une audience qui rappelle finalement l'expert qui a accepté cette mission, un débat avec les parties, mais en présence du juge, parce que sinon c'est le pugilat, une date pour le pré-rapport, avec au besoin un échange avec le juge, ne serait-ce que pour faire apporter des précisions et qu'on ne se retrouve pas avec ce rapport gris, que j'appelle gris, parce que finalement, on remet devant le juge l'ensemble des problèmes, souvent. D'accord, je vous entends. Dernière petite réflexion aussi, c'est vrai que les expertises deviennent de plus en plus complexes. Le sujet d'aujourd'hui, évidemment, c'est la numérisation, et la numérisation nous menant à l'international. Est-ce que vous plaidez alors, et aussi au niveau européen, sur un registre international ou européen au moins des experts avec leur spécialisation? Parce qu'aujourd'hui, en Belgique, on a un registre des experts, mais c'est le juge qui connaît un peu la spécialisation de chacun de ces experts, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, d'ailleurs, c'est même parfois un peu le bouche à oreille. Hein. Moi, justement, en vue de notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai pas mal échangé avec le juge d'instruction qui est en charge de cette affaire à dimension internationale que j'évoquais tout à l'heure. Et alors, pour la mission, il y a un contact vraiment très étroit qui s'est accentué entre l'expert et le juge d'instruction. Mais pour les spécialisations, enfin, il y a des réputations, je dirais, qui se créent au niveau des experts, et ça fonctionne en pratique souvent de cette façon. On sait que tel expert est plus au fait des questions non seulement financières mais numériques. Et après, l'information, je dirais, circule entre juges d'instruction. On évoquait tout à l'heure en introduction, en présence de monsieur le procureur général, que évidemment les magistrats ont une culture un peu généraliste au départ, mais on se rend compte que de plus en plus, et c'est le cas par exemple à Paris où il y a cette compétence concurrente, hein, notamment ce qu'on appelle la JUNALCO, la compétence de cette juridiction nationale qui finalement récupère les affaires complexes à dimension internationale et de plus en plus des affaires financières et numériques. Voilà. Donc, je pense aussi qu'au niveau de la magistrature, enfin de l'institution judiciaire, il faut imposer des formations à partir du moment où on a des dossiers de ce style, à la fois financier et numérique. Merci. Je pense qu'on a un peu dépassé le délai qui nous était imparti. Je me permets quand même encore de me retourner vers la salle pour voir s'il resterait une autre question. Pardon, je me permets de